Bonjour à tous, voilà là une nouvelle semaine qui commence. Courage à tous ceux qui vont reprendre le chemin de leurs différentes activités. C'est vraiment pas évident, mais nous vous souhaitons un très bon lundi avec le sourire, la joie, la bonne humeur. Et comme vous le savez, Matin Bonheur est là pour vous accompagner comme tous les matins. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être au banquet du matin avec, bien sûr, tous les démembrements, tout ce qui constitue la quintessence de ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes le 99e jour de l'année. Demain, c'est le jour 100. Occasion pour certains de faire le bilan un peu de cette partie de l'année qui en est à son premier tiers. Hein, c'est cela, hein, on a passé le premier tiers de l'année. Il reste encore les deux autres, hein, c'est ça, pour faire l'année complète. L'année complète. Permettre à tout le monde, ça passe tellement vite, on ne le dira jamais assez. Également dans ce pays, ça passe vite. C'est un pays qui s'est transformé, un pays d'immense civilisation qui aujourd'hui fait partie donc des 10 puissances mondiales et qui talonne les plus puissants. L'Inde. Avec l'Inde, justement, nous vous souhaitons la bienvenue. Christelle Akoussa réalise cette émission. Toute l'équipe est là. Matin Bonheur, c'est parti. Wow, welcome to India. Yes, welcome to Matin Bonheur. Et en même temps, Marco, c'est un pays où la technologie est tellement développée que tous ceux qui veulent étudier la technologie, ils vont là-bas se trouvent les meilleures écoles et son Bangalore, cinéma. notamment à Bangalore. On a une forte communauté ivoirienne et africaine qui est du côté de Bangalore. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour les saluer. Ce sont des téléspectateurs fidèles des matinales. Et sans oublier le cinéma Bollywood qui a conquis le cœur des Ivoiriens avec Saloni et les différents acteurs qui... Avec les ralentis de 50 minutes, tout ça, les effets spéciaux, vraiment, voilà, c'est quelque chose. Et puis aussi, l'Inde, c'est un pays de grandes personnalités politiques, comme notamment... Mahatma Gandhi. Le Mahatma, ça veut dire la grande âme, je crois, le Mahatma. Non. Bon, je ne saurais pas vous dire. Ah bon? Ah, d'accord, je vous enverrai en Inde. Et puis il y a Indira Gandhi également, Rajiv Gandhi, Nehru, des personnalités politiques du premier plan. C'est un pays qui allie modernisme et tradition.
On les voit avec le magnifique sari. Hein, on se mettra un jour en sari, Marco. Oui, pourquoi pas. Le jour de la fête nationale de l'Inde, on va essayer. Ouais. Ça va faire joli, hein. Ça va faire joli. Ça va faire joli. Ils ont avec de très belles tenues. Les points sur le front. Il y a des points pour les femmes mariées, pour les femmes célibataires, tout ça. Hein. Ça a des significations, ce qu'ils mettent là. Ah ouais. Ben oui, pour les personnes du 3e âge, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Et aujourd'hui, particulièrement, c'est un jour spécial pour les Gautier. Vous en connaissez, vous, les Gautier? Gautier, oui, je connais des Gautier. Des Gautier, beaucoup de Gautier. Beaucoup de Gautier. Alors, les prénoms dérivés, on a Walter, Herold, Harold et Gualterio. Voilà. Les Gautier sont épuisants d'activité, d'enthousiasme et d'audace. Ce sont des hommes curieux de tout, débordants d'énergie et qui se distinguent par leur grande droiture et leur franchise. En amour comme en amitié, ils sont irrémédiablement fidèles. Et nous également, Marco, nous sommes fidèles avec cette rubrique qu'on vous propose tous les matins, la rubrique qui vous permet de bouger un tout petit peu votre corps. Il s'agit bien sûr de la gym. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va commencer par ce qu'on appelle du pilates. Alors le pilates c'est beaucoup d'exercices de respiration profonde. On va surtout aller travailler tout ce qui est abdominaux, sangle abdominal. Donc vous allez m'entendre beaucoup dire on inspire, on expire, on souffle, on garde les épaules en bas. Ça va être beaucoup de mouvements autour de la posture et énormément de concentration. Donc quand vous êtes prêts, on y va. On va commencer les jambes écartées à la largeur des hanches et des épaules. On va garder les bras tendus. On va prendre une bonne inspiration. On va laisser l'air rentrer dans la poitrine. Et on expire. À l'expiration, on va tirer sur nos doigts. Vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez garder les yeux ouverts. Vous allez tirer sur vos doigts. Imaginez que vous voulez emmener les doigts au sol. Encore une fois, on prend une bonne inspiration. On expire, on tire sur les doigts, on descend nos épaules, on pense à rentrer le ventre. Encore une fois, on inspire. Expire, on tire encore un tout petit peu plus sur les doigts. On imagine qu'on a des rayons laser qui nous sortent des doigts. On se grandit vers le plafond, on rentre le ventre. Et une autre fois, on inspire ici. Et à l'expiration, on relâche le haut du corps, on contracte les abdos. Parfait. Alors, cette fois, en inspirant, vous allez lever les bras vers le plafond. On pense à garder les épaules en bas. Expire, on ramène les bras en bas. On repart. On inspire, on lève les bras. Expire, on souffle. On ramène les bras en bas. 2 autres fois. On inspire, on lève. Expire, on ramène. Et une dernière fois, inspire, on lève les bras. Et en expirant, on ramène les bras en bas. Alors, on va ramener la jambe devant nous, pointe de pied. En inspirant, on va lever la jambe le plus haut qu'on peut. Pied pointé, vous allez sentir forcer au niveau de la cuisse. Expire, on ramène la jambe au sol. Inspire, on lève. Expire, on ramène. Encore une fois. Inspire, on lève. Expire, on revient. Et une dernière fois. Inspire, on lève. Expire, on ramène et on change de jambe. Jambe gauche, pointe de pied. On y va. Inspire, on lève. On tire toujours sur nos doigts. On pense à garder les abdos contractés. On ramène pied pointé et on repart. Inspire, on lève. Expire, on revient. Encore une fois. Inspire, on lève. Expire, on ramène. Et une dernière fois. Inspire, on lève. Expire, on revient. On repart jambe droite. On rajoute les bras. On va prendre une inspiration cette fois avant de partir. Expire, on lève la jambe. On monte les bras. Et on prend l'air. On ramène la jambe au sol. Et on repart. Expire, on lève. Inspire, on revient. Encore 2 autres. Expire, on lève. On garde les épaules en bas, le nombril. Inspire, on revient. Et une dernière. Expire, on lève.
Inspire, on ramène et on change de jambe. Pointe de pied, on inspire, on sort l'air, on souffle et on lève. Inspire, on revient. Énormément d'équilibre, donc pensez à garder les abdos contractés. Expire, on lève. Inspire, on revient. On peut fléchir le genou au sol pour vous aider. Expire, on lève. Inspire, on ramène. Et une petite dernière. Expire, on lève. Inspire, on revient. Excellent. On va garder les jambes larges. On va garder les bras dans le milieu. En inspirant, on fléchit les genoux, on descend. On garde les abdos contractés. Expire, on remonte. On lève les bras. Inspire, on descend tout doucement. Vous voulez contrôler votre mouvement. Expire, on revient. Super important de penser à garder les épaules en bas. Inspire, on descend. Expire, on revient. Et une dernière fois, inspire, on descend. Expire, on revient. On rajoute pointe de pied, on repart. Inspire, descend. On garde les épaules en bas. Expire, on souffle. Pointe de pied, on contracte les abdos. On tire. Inspire, on repart. On descend. Expire, on remonte, on tire. Pointe de pied. Inspire, descend. Expire, pointe. Une dernière, inspire, on descend. Expire, on revient. Et on relâche. Excellent tout le monde. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien. Travaillez sur votre respiration, travaillez les muscles profonds, travaillez les jambes aussi. Donc, vous devez avoir senti un tout petit peu les cuisses, un tout petit peu les épaules et un tout petit peu vos abdos. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée et on se voit dès demain. Merci beaucoup, coach Kadi. Avec elle, c'est toujours la diversification au niveau des séances, tout comme bien sûr notre très cher Fabio Capello depuis le début de cette deuxième saison en alternance. Ils nous font du bien chaque matin à pile 6 heures. Il est exactement 6 heures et passé de 7 minutes partout en Côte d'Ivoire. C'est Christelle Akoussa qui estampille cette émission de sa marque technique. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'ASMR. Ce sigle renvoie à Autonomous Sensory Meridian Response ou réponse automatique des méridiens sensoriels. Il s'agit d'un ensemble de réactions induites dans le corps grâce à diverses techniques. Si ce n'est pas tout le monde qui y est sensible, ceux qui l'expérimentent parlent d'un picotement qui débute à la nuque et s'étend plus ou moins dans le reste du corps. En un mot, c'est une technique de relaxation qui pourrait vous aider à vous libérer le mental. N'est-ce pas, Nessie? J'aimerais bien expérimenter ça. Pour le moment, on va se libérer le ventre, mesdames et messieurs. Essayez de voir ce qu'on mange. C'est le petit-déj. C'est parti. Miam, miam, miam. Et le premier repas qu'on vous propose ce matin, c'est de l'atiéké, le plat national. Gâtez notre régime aussi. Aujourd'hui, on ne fera pas de régime, Marco, surtout qu'on parlera de manioc. Donc, avec les dérivés du manioc, on retrouve forcément de l'atiéké. Le bon atiéké poisson condiment. Poisson, la tomate, l'oignon. Tout ce qu'il vous faut, en tout cas, pour vous faire saliver ce matin. Attention, chaud devant. La suite, c'est avec... un des plats les plus doux au monde. En plus, Marco, avec ça, ça passe. Hein. Si vous faites un régime, le placali, ça passe. Du placali. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est l'un des plats. Ça, c'est l'un des plats qu'on retrouve dans une bonne famille ivoirienne qui se respecte. Doit avoir ce plat-là quelque part en embuscade dans le réfrigérateur, dans le congélateur quelque part. Réchauffer le matin, Marco. Vous allez chez Christelle Akoussa, chez Soro Félicité, chez Diane Tiama, chez Kadi Fadiga, chez Nessie Ndri, même on n'en parle pas. Elle-même, peut-être même qu'elle en vend. Oui, ça, c'est le fameux plat Kali. Aïe, aïe. Et il y a le plat Kali baoulé, il y a le plat Kali BT, c'est vrai? Le meilleur plat Kali, c'est le plat Kali BT. Okay. Allez, et si on faisait un tour sur les routes de Côte d'Ivoire, ou du moins sur les routes d'Abidjan, où ça va un peu ce qui se passe? On y va, point route, c'est parti.
Allez, laissez passer les véhicules. L'asphalte, donc, se tend à perte de vue sur les principales artères abidjanaises. On va commencer, bien sûr, par Cocody. Cocody, Le matin est encore jeune. Marco, je vous dis que le soleil est en train de se lever. Vous ne voyez pas le soleil? Ah ouais? Tout jeune. Ah ouais. Voilà, regardez comment le parking est vide. Alors que dans cet endroit-là, à certaines heures, c'est difficile de garer. Ouais, ils ouvrent assez tardivement aussi, Assez tardivement. à partir de 10 heures. En tout cas, tout ça pour vous dire que la circulation est fluide de ce côté-ci. C'est à Cocody. La suite, c'est du Boulevard côté Lagunaire, du boulevard Lagunaire, timide aussi. Les phares, on sent que les phares, ça va, hein, Marco. Ouais, les phares sont bien allumés. Oui. Donc, prenez la peine de bien vérifier si vos deux phares sont en bon état avant de sortir de chez vous. Merci très, beaucoup, très Nessie. important. C'est bien de mettre l'accent là-dessus et surtout faire attention à tous les éléments de visibilité de votre voiture, vitre avant, vitre arrière, rétroviseur, tout ça, avant de sortir le matin. Un brouillard peut vraiment nous perturber, on ne sait jamais, jamais, jamais. Troisième tronçon, c'est maintenant le De Gaulle. Nous sommes au garde à vous par rapport à cette magnifique vue, on ne le dira jamais assez, qui nous permet de voir une fois de plus la beauté, la bonté de notre capitale économique, n'est-ce pas, Nissi? Oui, et le De Gaulle est beaucoup plus sollicité que les autres tronçons de ce matin, Marco. Comme quoi, ce lundi, quand même, les gens se sont levés du bon pied. Attention, nous sommes au point route, mais je vais faire un petit déj. J'aimerais dire à tous les techniciens qui sont de manger du beau flottant en ce moment que ça, il faut inclure ça dans le petit déj pour qu'on voie un peu ce qu'ils mangent. Voilà, ça c'est soit dit en passant. Et partager aussi avec les animateurs. Apprenez à partager avec les animateurs. Voilà. Là, nous sommes à Trècheville. Trècheville, la commune Ouzassa, très très timide. Hein. Très timide. Ah oui, c'est timide, c'est timide. Tout doucement, les Trèchevillois sortent de chez eux. Koumassi en embuscade, c'est fini. OK. Donc, bon appétit à tous ceux qui sont derrière les caméras. Et puis aussi, voilà, n'oubliez pas notre part de bouillie et de Baka. Merci beaucoup à vous d'être à Matin Bonheur. Nous allons continuer. Vous savez que Matin Bonheur, c'est un no comment, c'est la gym, c'est des informations, c'est bien sûr le petit-déj, mais aussi un reportage. Aujourd'hui, nous allons parler de la révolution dans tout ce qui est équipement au niveau du football. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons voir donc un petit rendez-vous avec notre spécialiste en sport, aussi en football, Patrick Guité. On y va. Depuis 1860, date de naissance du football moderne, le matériel a beaucoup évolué. La première chaussure de foot apparaît en 1526 dans la garde-robe du roi d'Angleterre Henri VIII. Lourde et en cuir épais, elle monte jusqu'aux chevilles. Au XIXe siècle, les footballeurs jouent encore dans de grosses bottines agrémentées de longs lacets et de coques métalliques. Des crampons de métal sont ajoutés aux semelles pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes. En 1925, les premiers crampons amovibles voient le jour. Aujourd'hui, les chaussures sont très légères, 150 grammes environ. Le short s'est imposé au fil des décennies, remplaçant les culottes courtes ou les pantalons, obligatoires jusqu'en 1904 en vertu du règlement qui imposait aux joueurs de se couvrir les genoux. Les maillots étaient à l'origine des vêtements tricotés sans col appelés jersey. À partir du milieu du 19e siècle, les équipes adoptent des couleurs différentes. Le maillot devient un élément clé de l'identité des clubs. Certaines équipes ont les mêmes depuis leur création. À partir de 1909, les gardiens de but portent des maillots de couleurs différentes pour les distinguer des joueurs de terrain. Lors de la Coupe du Monde de 1954, les footballeurs se voient attribuer pour la première fois des numéros fixes pour la durée de la compétition. La marchandisation a commencé à se répandre dans le football dans les années 60-70. Dans les années 1980, la tenue devient un véritable support commercial, les sponsors y font de la publicité et les tenues elles-mêmes sont vendues au public. En 2002, la publicité se limite au maillot des joueurs. Enfin, les derniers éléments de l'équipement sont les chaussettes et les protèges tibia, obligatoires depuis les années 1990. Mais voilà, Wow. et Matin Bonheur se poursuit. Ben On a oui, évolué, vous avez vu les équipements là? effectivement, et c'est un véritable fonds de commerce pour la publicité. Voilà, donc j'espère qu'ici, nos joueurs de la Ligue locale, bien sûr, auront beaucoup d'annonceurs qui vont les accompagner afin d'avoir un tout petit peu, un plus sur leurs différents paiements. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'ailleurs, ce sont des montants vraiment exorbitants qui sont versés. Oui, Ouais. c'est hallucinant. Il y a beaucoup d'argent dans le foot ailleurs.
Chez nous aussi, pas mal quand même. Il y a des subventions, mais bon, on peut mieux faire quand même. On peut mieux faire. Et Marco, vous le savez, vous connaissez le baptême, vous? Baptême, oui. Baptême, je C'est connais. une renaissance. Hein. Il y a une personnalité qui s'est baptisée vendredi dernier. Et nous y étions. Nous y étions avec nos caméras. Et bien sûr, on vous a ramené des images. C'est un no comment. Oui, je vous laisse découvrir. On regarde ensemble. J'espère que vous n'allez pas me faire le coup. Regardons ensemble. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Serai près de mes frères, il me fait reposer vers les eaux du repos, il me mène. Je voudrais que demain ou après-demain, quand tu arrives au boulot, quand tu passes comme ça, on dise il a changé, il n'est plus comme avant, ma sœur. Je voulais qu'on dise ça. Et quand on dira ça, il faut dire, non, je n'ai pas changé. C'est Jésus qui est en moi. C'est lui qui me fait agir ainsi. Il faut qu'on sente qu'il y a quand même un changement, que tu es témoin de l'amour, tu es témoin de la réconciliation, tu es témoin du partage. C'est important. Et que, en te voyant vivre, et avec des frères aussi qui sont chrétiens, on dit, mais qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Ça, c'est la marque de fabrique. C'est ce qui devait être la marque de fabrique des chrétiens. En nous voyant vivre, les gens pourraient dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent s'aimer comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Et vous direz non, cette fraternité, cette unité vient du fait que nous croyons en Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Mais attends, franchement, Kadi Fadiga est la rédactrice en chef de cette émission. À l'origine, c'était juste pour filmer, pour aider un collègue, mais pas pour diffuser. Mais vraiment là, cette surprise ce matin, c'est vrai que ça m'énerve, mais ça me touche un peu. Parce que ce sont des choses personnelles, mais ça me fait plaisir, quoi. Voilà, vous êtes né de nouveau, Marco? Je suis né de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes une personnalité, hein, c'est normal. Franchement. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Vous êtes né de nouveau? Oui, vous allez me donc, faire... Donc, on est fini avec les sorties nocturnes, Marco. Le montage a été fait à dessein par Kadi Fadiga. Elle a pris les parties très, très importantes de l'homélie, enfin, très... Marco, vous ne m'avez pas répondu. Oui. C'en est fini avec les sorties nocturnes? Ben oui, c'est fini. Devant toute la nation? Oui. Oui, c'est fini. C'est fini. Allez. Fini. Prochainement, les sorties nocturnes, ce sera pour le travail seulement. Ah. Le travail. Voilà, il a trouvé une excuse pour sortir la nuit. Non, le travail. Vous savez qu'on anime des choses des fois. Là, je peux. D'accord. Je peux, voilà. OK. Je vous suivrai personnellement, Marco. OK. On va recevoir maintenant quelqu'un qui sort, mais aussi pour la bonne cause. Mr. Guité qui va s'installer, mesdames et messieurs. Installez-vous, Mr. Guité. Oui, il n'était pas au baptême, mais bon, il avait des circonstances atténuantes parce qu'il était très, très occupé. Il prépare la Coupe du Monde. Il sera au four et au moulin pour RT1 et pour tous ses réseaux. Bonjour Patrick. Bonjour Marco. Ça va ou quoi? Ça va très bien. Bonjour Nessie. Bonjour. Jingle, sport, et puis on y va. Et Mr. Guité. Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue à ce bulletin sportif de Matin Bonheur. On va parler de course de pirogue, pas de baptême. C'était le lancement le samedi dernier du LA Festival, la prestigieuse compétition de course de pirogue de la localité d'Adiaké. Eh bien, ça a été lancé le samedi dernier à la mairie d'Adiaké. C'est une compétition qui va regrouper, on va dire, tous les villages
d'Adiaké et les localités environnantes, eh bien, cette compétition se déroulera les 10, 11 et 12 mai prochains sur la lagune Abi. Eh bien, les différents concurrents vont redoubler d'ardeur sur la lagune Abi pour succéder au village débarcadère qui a fini leader, en tout cas champion l'année dernière. Il y aura il y aura les sauveteurs, il y aura tout. Hein. Il y aura tout, il y aura l'ambiance, il y aura de l'ambiance parce que c'est une compétition qui a un volet également socio-économique et touristique, bien entendu. Et donc, on y sera pour vivre l'ambiance autour donc, de cette compétition. Et pour profiter de tout ce qu'il y a là-bas, également au niveau nourriture, au niveau arôme, au niveau... Voilà, quoi. On salue tous ceux qui nous regardent, par exemple, de Akunungbe. C'est dans les environs. Akunungbe, c'est un magnifique village. Et c'est le village de Binto. Et Binto. Les phrases des Binto. Les phrases des Binto. Non, lui, il n'a pas fréquenté ici. Bah, si. La suite. Alors, la suite, on est resté toujours de ce côté-là de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Mondoukou, puisqu'il y a eu la première édition de la course Endurance SSV, c'est en rallye. Et Gary Shane, vainqueur du dernier rallye Bandama, n'était pas à la fête lors de cette première édition qui s'est déroulée, je le disais tantôt, à Mondoukou le dimanche 8 avril 2018. Le pilote ivoirien a dû Gary Shane qu'on voit là à l'écran a dû abandonner pour des problèmes mécaniques. Une aubaine pour l'équipage Sylvain Mahoney-Bourget-Hussein qui a achevé donc ses 14 tours du circuit de 15 km en 3h18 minutes. Soumaro Mori-Ferré, l'autre virtuose donc du rallye ivoirien, a fini à la 3e position en 3h47 minutes. Les organisateurs donnent rendez-vous en milieu de mois pour la 2e édition de ce rallye SSV et je crois que c'est la ville de Gagnoa qui devrait accueillir cette 2e édition. La suite. Alors, on était après Mondoukou, donc après Adiaké, Mondoukou, on s'est retrouvé à Bassam où s'est déroulé donc le tournoi. On est dans la zone. Hein. Oui, on est dans la zone où s'est déroulé le premier tournoi international de pétanque d'Abidjan qui s'est déplacé donc à Bassam. Et la Côte d'Ivoire a remporté la première édition de ce tournoi international. Les Ivoiriens, au-dessus de leurs adversaires, ont placé 2 équipes en finale et c'est l'équipe 5 qui l'a emporté sur l'équipe 1 de Côte d'Ivoire. Dans le tournoi des éliminés, en 8e de finale, le Bénin s'est imposé en finale face à la Côte d'Ivoire. On va passer à la suite. C'est au niveau de la boxe, puisque les éléphants boxeurs ont honoré donc la Côte d'Ivoire. On va dire que la Côte d'Ivoire a fini une médaille de bronze au récent championnat d'Afrique de boxe de la zone 2 qui s'est déroulé, on va dire, à Conakry avec une médaille d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Les éléphants terminent derrière la Guinée et le Sénégal. C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour la boxe ivoirienne qui était quelque peu dans la tourmente avec une crise. Mais le général Soumaro Gaossou reste bien à la barre en tant que président de cette fédération qui continue de nous envoyer des lauriers comme l'athlétisme et comme le taekwondo. Et eux, ils font plaisir, ils continuent de faire plaisir. Ils ont mis la barre très très haute. Mais bien entendu, bien entendu. Alors on va parler d'un club qu'aime bien Marco, la SEC Mimosa, qui était engagé le dimanche, donc hier, en Coupe de la Confédération. Également le WAC qu'on voit à l'image avec Zambi Inda Francis. J'ai une surprise, excusez-moi, avec la permission bien sûr, parce qu'il faut que la réalisatrice donc, soit informée. Il y a une surprise sur ce plateau. Christelle Akoussa, donc, je sais qui aime beaucoup la Côte d'Ivoire, le football ivoirien. J'aimerais dire aux téléspectateurs qui nous regardent qu'il y a dans quelques secondes une petite surprise sur ce plateau. Voilà. J'en ai une petite idée. J'en ai une petite idée. On a vu la surprise tout à l'heure dans les couloirs de la RTI. Et donc, je disais que le WAC s'est imposé en Coupe de la Confédération, 8e de finale, en tout cas tout de cadrage des 8e de la Coupe de la Confédération. Le WAC s'est imposé face au Deportivo Nifong de Guinée équatoriale, 2 buts à 0, un score assez confortable avant le déplacement, on va dire, en Guinée équatoriale. Quant à la SEC et à ce monsieur Komlan Agbenyandan, ils se sont imposés face au Belouizdad d'Algérie, 1 but à 0, un score, on va dire, piège, qui ne permet pas à la SEC de voyager, on va dire, avec sérénité. Mais, vous savez, la SEC, ces temps-ci, c'est voyager. On espère que les Mimosas se qualifieront pour la manche de poule de la Coupe de la Confédération. Et pour terminer ce bulletin de sport, on va parler de football, mais de football féminin, puisque vous avez les éliminatoires de la CAN 2018 qui se dérouleront, qui se dérouleront
au Ghana. Donc la Côte d'Ivoire était au Maroc, les Ivoiriens étaient au Maroc le vendredi dernier. Un but partout entre les Lions de l'Atlas et les éléphants de Côte d'Ivoire. Match retour demain, mardi 10 avril, au stade Félix Houphouët-Boigny. On invite tous les Ivoiriens, tous les supporters des éléphants à les soutenir. Donc, pour la revanche de cette élimination de la Coupe du Monde, allez soutenir, on dit quoi, les éléphantes? Les éléphantes. C'est le nom de baptême des filles de Touré Clémentine, qui est la sélectionneuse. Éléphant, c'est éléphant. Voilà, la sélectionneuse. Voilà, ce sont les éléphantes. Les éléphantes. Il faut aller les soutenir. Elles font du bon boulot, hein, bien entendu. On a eu il n'y a pas longtemps, hein, il y avait un tournoi ici. Le tournoi de l'UFOA-B, elles ont fini médaille d'argent face au Ghana. C'était très difficile, mais elles sont arrivées en finale. Il faut les féliciter. Il faut féliciter le travail également de la Fédération ivoirienne de football. Chapeau à Touré Clémentine qui, sans grand moyen, on ne le dira jamais assez, abat un travail énorme. Si c'était un entraîneur de l'extérieur, on allait lui donner tous les moyens. Mais ça, ce sont des habitudes de notre pays. Un jour, ça va changer, on espère. Merci d'être l'avocat des techniciens locaux. Oui, moi, franchement, hein, bon, enfin bref. OK, merci beaucoup. Merci bien, Marco. Merci, Nessie. D'accord, vous êtes toujours en direct sur Matin Bonheur et aujourd'hui, c'est économie. Économie aujourd'hui qui parlera de quelle recherche pour un bon rendement du manioc. Manioc avec tous ses dérivés qu'on connaît, très prisé par les Ivoiriens. Mais avant, Hamza Diaby. Oui, Marco. Hamza Diaby, ce sera tout à l'heure. Il est 25, Nessie. On a encore le temps. On a au moins 2 minutes. Pourquoi vous êtes si pressé? Vous avez un programme après? Non, pas du tout. Donc on y va. Vous ne voulez pas que je vous fasse des compliments, tout ça? Bien sûr, je n'attends que ça. Merci pour votre cadeau, le baptême. Vous m'avez vraiment gâté. Merci au père célébrant. Merci à tout le monde. Merci à Kadi. Voilà, quoi. Je vais retrouver les images de son pèlerinage à la Mecque et puis on va vous montrer ça également. Les parties aussi vraiment concernées. Tout ça, on va faire ça. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur. On est très heureux de débuter la semaine avec vous. On salue donc cette icône du football africain, du football mondial qui est venu ce matin nous apporter le croissant. Zokora Maestro, qu'on salue. On lui dit merci vraiment du fond du cœur pour cette marque de sympathie là. Voilà, nous allons continuer tranquillement le conducteur et puis aller maintenant là où vous y allez. Allez rejoindre Hamza Diaby qui est là, qui est avec nous pour le journal télévisé, mais avant, la météo. Sinon, c'est forcément télévisé. On est à la télé. Yeshua et Radio Jam vous offrent J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence. Grand concert d'adoration conduit par Grâce Valérie. Le dimanche 15 avril 2018 à 15h. Au Palais des Sports de Trècheville avec la participation de Maria Kahn et de Richard Crémé. Grand concert live, J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence. Ticket disponible à Radio Jam, Fréquence Vie et dans les librairies chrétiennes à 3 000, 5 000 et 10 000 francs CFA. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Tôt ce matin, on pourrait observer des pluies localisées sur le littoral. Après, on aura un temps progressivement ensoleillé. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux avec tout de même des risques de pluie localisés à l'ouest du pays. Les températures pour aujourd'hui, au lever du jour, notons la maximale de 27 à Abidjan, 26 degrés pour Adiaké, 24 à Bandoukou, Boaké et Daloa, 25 degrés pour la ville de Dimbokro, 24 dans le Go, 25 degrés à Korogo, 22 pour le Tompi, 24 degrés à Odiéné, 26 pour San Pedro, 25 degrés à Sassandra et à Tabou et 24 pour Yamoussoukro. Aujourd'hui, le début d'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays, mais en milieu ou en fin de période, on observera des formations de cellules orageuses isolées, accompagnées parfois de pluie par endroits dans les régions du sud forestier du littoral. L'ouest et le nord seront intéressés par des foyers orageux isolés avec des pluies localisées. À l'est et au centre, on pourrait observer des pluies localisées en fin de période.
Les températures de notre après-midi, 31 pour Abidjan, à Diaké affichera 32 degrés, 33 à Bandoukou, 32 degrés pour Boaké et Daloa, 34 à Dimbokro, 32 degrés pour le Go, 35 à Korogo, la minimale de 31 relevée à Mans, 34 degrés pour Odiéné, 31 pour Trois-Villes, San Pedro, Sassandra et Tabou et 32 pour Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. Bon début de semaine à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. L'Ordre national des chirurgiens dentistes fait sa mue. Installé depuis 42 ans, l'Ordre renouvelle ses instances tous les 4 ans. Lors de la 11e Assemblée générale qui vient d'avoir lieu, les chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire ont réfléchi sur l'avenir de la corporation. C'est ce que nous dit notre reporter Franck Quadio. La concurrence déloyale, les comportements anticonfraternels, les praticiens du public s'ingérant davantage dans le privé, les signalisations non conformes, des écueils qui minent la corporation des chirurgiens dentistes est relevé lors de cette 11e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Nous avons toujours le problème de nos amis qui viennent de l'Asie, qui s'installent de façon anarchique et qui malheureusement emploient certains de nos jeunes confrères en quête d'emploi. Mais il y a depuis quelques années une embellie. Les populations, selon les dentistes eux-mêmes, ont une meilleure approche de leur profession. On n'a plus cette image-là du dentiste arracheur de dents, mais plutôt le dentiste, lui, qui est un cadre supérieur de la santé, qui accompagne le patient vers le bien-être. Œuvrer davantage à améliorer l'offre de soins, la tutelle a réaffirmé son engagement auprès des praticiens de la dent. Cette Assemblée générale ordinaire, la 11e, vise à renouveler les instances. L'activité de ce jour est la première étape. Nous allons donc présenter le bilan depuis la dernière Assemblée qui a eu lieu il y a 4 ans. Et puis ensuite, nous passerons donc au vote de la moitié des membres du Conseil national de l'Ordre. Le système est tel que nous n'avons pas un suffrage direct. Nous allons élire donc un collège électoral qui, lui, à la fin de ce mois, va élire le président du Conseil national de l'Ordre. Un conseil fort de 10 membres, dont les présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux, seront élus à la fin du mois par le nouveau collège électoral. Notons qu'il existe aujourd'hui 697 chirurgiens dentaires reconnus et exerçant officiellement. Direction Daloa, où une nouvelle vague de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a reçu samedi des chèques dans le cadre du processus d'indemnisation lancé par le gouvernement. Mariatou Koné, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a remis 106 chèques aux victimes de la région du Haut-Sassandra. La correspondance de Ngana Konaté. La ministre Mariatou Koné à la rencontre des victimes de la région du Haut-Sassandra. La ministre de la Solidarité est venue apporter la compassion et le réconfort du gouvernement aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Au total, 106 victimes et ayant droit des victimes ont été indemnisées en recevant des chèques d'1 million de francs CFA destinés aux familles ayant perdu un parent et 150 000 francs CFA pour une prise en charge médicale et psychologique. Au nom des populations de la région du Haut-Sassandra, le maire Samba Koulibaly a salué l'action du gouvernement. C'est vrai, le temps a passé depuis que ces crises ont éclaté, au point que certains ont pensé que ça n'était fini d'eux.
qu'on nous avait oubliés pour dire aux uns aux autres que le président Alassane Ouattara est quelqu'un qui est certes très chargé, mais qui n'oublie jamais ce qui s'est passé dans cette brave Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité a saisi cette tribune pour inviter l'ensemble des victimes et tous les Ivoiriens à l'apaisement et au renforcement de l'unité nationale. Mariatou Koné n'a pas manqué d'apporter des précisions sur le processus d'indemnisation. Il y a deux types. Il y a les dégâts humains et il y a les dégâts matériels. Nous nous occupons essentiellement, pour l'instant, des dégâts humains, c'est-à-dire les personnes décédées, les ayants droit des personnes décédées et les personnes blessées. Depuis le 30 octobre 2017, nous avons associé les prises en charge scolaires pour les orphelins, les activités génératrices de revenus pour les veuves et pour certaines victimes qui ne travaillent pas, qui ont besoin d'exercer, de travailler, de faire quelque chose. Ils viennent avec un projet et donc nous leur mettons un financement à disposition pour travailler. La réparation des préjudices relève des actions de réconciliation nationale et de renforcement de la cohésion sociale. Une action qui salue les victimes. Je viens de recevoir un chèque plus une prise en charge médicale qui va me permettre de me soigner. Pour la ministre Mariatou Koné, ces chèques ne peuvent en aucun cas ramener les personnes décédées, mais ce geste est l'expression de la compassion de la République et une invitation au pardon, à la réconciliation et à l'unité. Un mot de religion dans ce journal. Le deuxième dimanche de Pâques est pour la religion chrétienne catholique le lieu de célébrer la compassion à l'image du Christ ressuscité, en compassion pour l'humanité. À la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, cette journée particulière consacrée aussi journée nationale pour les détenus a été le lieu de prier pour les prisonniers, plaider pour l'amélioration de leurs conditions de détention, mais surtout prier et exhorter chacun de nous à sortir des prisons de nos mauvais élans de pensée et de cœur afin d'être dignes du Christ. Franck Quadio. Le deuxième dimanche de Pâques ou dimanche de la Divine Miséricorde célébré à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Après avoir manifesté sa bonté envers les hommes par son sacrifice à la croix, Jésus-Christ exhorte chacun à être un havre de compassion pour son prochain. Le thème cette journée, soutenir les détenus. Pour l'évêque d'Odiéné officiant pour l'homélie, la symbolique de la prison, ce n'est pas que l'enfermement entre quatre murs, elle dénote aussi de l'état d'esprit. Autrement dit, certaines personnes sont reclues dans certaines prisons, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, j'ai parlé de la paresse des jeunes. Donc, je voudrais qu'ils sortent effectivement de cette prison de paresse, cette prison d'oisiveté, cette prison où effectivement, n'est-ce pas, qui les conduit effectivement au gain facile. Nous parlons aussi de la prison de l'arrogance. Certains individus, effectivement, s'enferment dans leur arrogance et n'ont aucun respect. Ils se croient au-dessus des lois comme des intouchables qui referment leurs mains au lieu de l'ouvrir pour aider les autres là. La prison du cœur, des sentiments, mais aussi celle reflétant nos réalités. L'officiant appelle à soutenir les détenus dans l'univers carcéral. En Côte d'Ivoire, selon lui, plus de 16 000 personnes sont détenues dans les 34 prisons du pays, dont en vivre et non-vivre. Prière et adresse aux autorités pour l'amélioration du quotidien de ces détenus ont rythmé la cérémonie. Une cérémonie d'ailleurs fort instructive selon les fidèles. Moi, ce que je peux faire, c'est prier pour les prisonniers. Et je prie Dieu pour que j'ai l'occasion avec les sœurs et frères pour pouvoir leur rendre visite aussi. Le dimanche de la miséricorde, rappelons-le, est un acte institué en l'an 2000, le dimanche après Pâques par le pape Jean-Paul II. L'objectif est simple, amener le monde à la miséricorde, à l'exemple du Christ. La JCEM, l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence, a procédé vendredi dernier à la remise de prix à 11 personnalités issues de plusieurs domaines. Des personnalités qui œuvrent à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Plusieurs prix leur ont donc été décernés. Il s'agit entre autres du prix spécial Alassane Ouattara et le prix du meilleur manager d'entreprise. Grace Kando était sur les lieux. 11 personnalités issues de plusieurs secteurs d'activité ont vu leur mérite reconnu. Plusieurs prix leur ont été décernés,
entre autres ceux du meilleur manager d'entreprise, du meilleur artisan de développement et le prix de la révolution numérique au ministère de la Communication. Le mérite de cette association n'est pas seulement d'avoir organisé une cérémonie d'hommage, mais c'est d'avoir fait les bons choix. Ce sont des choix qui ne souffrent d'aucun doute et tous les lauréats et tous les invités sont unanimes à reconnaître que le bon choix a été fait. Le ministre lui-même est lauréat et félicitations aux autres lauréats qui ont mérité leur prix. Depuis 2011 que M. Robert Begré-Mambé a été nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan, en tout cas il se bat comme il peut. Il est présentement dans le domaine des infrastructures routières en train de bitumer près de 110 km de voies dans des banlieues du district autonome d'Abidjan. Il y a aussi le processus de lutte contre la pauvreté des jeunes et des femmes. Nous sommes heureux d'accueillir ce prix. C'est la preuve que tout ce qui est fait est apprécié. Je l'accueille avec beaucoup de plaisir et d'humilité parce que, voyez-vous, le travail que nous faisons en tant que responsables de collectivités locales n'est pas un travail facile. Les moyens ne sont jamais suffisants et il y a beaucoup de besoins. L'initiative est de l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence. Objectif, promouvoir l'excellence. Nous avons eu plusieurs propositions de nominer et nous avons travaillé pendant 2 jours et vraiment par domaine. Nous avons sorti vraiment les hommes et les femmes qui, à notre avis, ont travaillé convenablement au profit de leur population. À ces différents prix s'ajoutent des distinctions particulières. Il s'agit du prix spécial à émergence pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions qui concourent au bien-être des populations, du meilleur partenaire africain, le roi Mohamed VI, et du meilleur partenaire international, le président de la République populaire de Chine. Reportage signé Grace Kando. L'actualité internationale en quelques mots. Le dirigeant national conservateur Viktor Orban, icône des droites populistes européennes, a remporté hier dimanche ses 3e législatives d'affilée en Hongrie. Viktor Orban a donc gagné son pari. Avec 49% des suffrages, son parti, le Fidesz, obtient la majorité des sièges au Parlement. Il pourrait même conserver la majorité des 2 tiers qu'il avait dans l'Assemblée sortante. Il faudra attendre le décompte des voix de l'étranger pour le savoir. Et puis, des missiles ont frappé un aéroport militaire syrien ce lundi matin, faisant plusieurs morts. Ces frappes sur l'aéroport de Taïfour, près de Homs, interviennent alors que les présidents américains et français ont annoncé vouloir apporter une réponse forte et commune à une attaque chimique qui a fait des dizaines de morts dans la Ghouta orientale le samedi 7 avril dernier. Le Pentagone n'a pas tardé à démentir les informations de Sanaa, indiquant que les États-Unis ne mènent pas de frappe aérienne en Syrie en ce moment. Voilà la fin de ce quart d'heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Nessie et Marcelin. Merci beaucoup Hamza, on souhaite une très bonne journée, bon courage pour la suite. Merci. Vous êtes à Matin Bonheur et vous faites bien mesdames et messieurs, il est seulement 6h42, bon réveil à toutes et à tous. Merci en tout cas d'avoir choisi Matin Bonheur pour vous réveiller. Tout à l'heure, dans le dernier volet de cette émission, nous aurons le plaisir de prendre angle avec une personne qui s'épanouit et qui se bat dans le milieu donc, de tout ce qui est sécurité alimentaire, principalement du manioc. Le programme WAVE sera à l'honneur avec bien sûr notre invité, Dr Pita Justin, il est directeur exécutif de ce programme qui signifie West Africa Viral Epidemiology, je prononce bien, j'espère. Avec lui, nous parlerons bien sûr donc, de tout ce qui est recherche sur un bon rendement du manioc, quand on sait que le manioc donc, fait partie principale de toute l'alimentation hein, de notre pays, attiqué, manioc, beaucoup de choses, on en parlera. Voilà. Nessie. Instant vérité. Effectivement, Marco, instant vérité. On va faire une rediffusion d'un numéro qui vous a marqué. C'est le numéro avec Agnès Crédit. C'est maintenant. Bonjour à tous et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant vérité. Dans l'agriculture, en entreprise, les Ivoiriennes ne sont guère bien loties. La scène politique reste largement dominée encore par les hommes. Dans les médias, le tableau est beaucoup plus sombre. Injustice, négligence, les femmes sont-elles invisibles dans la société? Le REF JPCI dit non.
Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication veut changer la donne. En 4 ans d'existence, 4 ans donc de sensibilisation, mais toujours rien. Les femmes sont encore à la traîne. Mesdames et messieurs, pour en parler, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Agnès Crédit, journaliste et écrivaine, présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, REF JPCI. Bonjour Madame Crédit. Bonjour ma chère Gabrielle. Bienvenue à Instant Vérité. Agnès Crédit, la lutte pour la promotion de la femme qui se cherche une place au soleil, est-ce que ce n'est pas un vieux sujet? J'aime bien le sujet, la femme qui se cherche une place au soleil. Comme d'ailleurs l'homme qui se cherche aussi une place au soleil. Vieux sujet parce que la société elle-même est vieille, vieux sujet parce que notre société est formatée par une approche, je dirais pas misogyne, mais dans une perception qui installe la femme à la périphérie de la cité. Ça, c'est une réalité. Au dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu donc, il y a quelques jours à peine, l'enjeu a été pour eux, par rapport à nos chefs d'État, de voir comment on pourrait atteindre en 2020 l'objectif d'un positionnement minimal des femmes à un taux de 30%. Vous voyez comment on est vraiment à la traîne. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est l'Afrique. Et c'est aussi le monde. Il ne faut pas être étonné qu'on soit en Europe ou aux États-Unis. La situation est presque la même. Est-ce que le sujet n'est pas dépassé? Est-ce qu'on ne peut pas être dépassé? Pas toujours en train de reprendre les mêmes choses. Peut-être parce que les choses n'avancent pas. Il faut peut-être... La répétition est pédagogique. Il faut peut-être répéter, en parler, continuer à en parler pour que les choses bougent. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, qui est composé à 48% de femmes, ou peut-être 50% de femmes, il suffit de bien regarder autour de nous, on ne peut pas donc comprendre qu'une moitié de la population soit maintenue à l'écart de l'évolution de la société. Ce n'est même pas possible, ce n'est pas acceptable, mais c'est une réalité. Alors pour quelque chose de nouveau, Agnès Crédit, qu'est-ce que le REF JPCI apporte de nouveau à cette lutte-là? Apporte de nouveau, c'est le fait que nous soyons un instrument au sein du monde des médias. Les médias, qu'on le veuille ou non, ont un impact réel en tant que transformateur social, mais aussi en tant que réflecteur de la société. Qu'est-ce que votre réseau apporte de nouveau? Déjà, notre existence. Exister déjà, c'est une nouveauté. Et c'est dans un monde comme le nôtre, qui est le monde des médias, où il y a plus d'hommes au poste de décision que de femmes, c'est aussi de la nouveauté. Réfléchir ensemble, se former, accompagner les femmes, mais surtout rendre les autres femmes visibles, parce que le réseau est un instrument de formation pour les femmes journalistes, pour les femmes de la communication, mais aussi un instrument au service de la visibilité des femmes dans la société ivoirienne. Donc, un instrument au service de la visibilité des femmes dans la société ivoirienne. Alors, depuis donc la création de votre réseau, permettez-moi de vous poser une question très directe. Allez-y. Qu'est-ce qui a changé au niveau des médias en ce qui concerne le traitement de la femme? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous savez, le réseau n'est pas un syndicat. C'est un creuset de rassemblement des femmes des médias qui crée un espace pour se retrouver, bâtir une solidarité et se former. À côté de ça, le réseau accompagne les femmes dans les autres organisations, dans les réflexions, dans les luttes qui sont aujourd'hui engagées. Le réseau a été en 2015 au cœur de la présidentielle, en travaillant avec d'autres organisations féminines justement pour former les femmes, faire participer les femmes aux élections et apporter donc la voix des femmes à cet instant important. Depuis quelques mois, avec des institutions internationales telles que le NDI, nous travaillons avec le ministère de la Femme justement à une loi sur la parité qui est en cours certainement d'être adoptée parce que Madame la ministre de la Femme y tient et que notre pays pourra donc atteindre au moins à travers un instrument. Combien de femmes avez-vous formé? Combien de femmes suivez-vous? Combien de femmes, je ne sais pas, vous encadrez? La Côte d'Ivoire, donnez-nous un chiffre. Aujourd'hui, un chiffre trop simple. Dans le monde des médias, nous avons 587 journalistes enregistrés donc en 2016-2017. Sur ces 587 journalistes, vous avez 168 femmes. Sur les professionnels de la communication, nous avons 234 professionnels de la communication et donc 56 femmes. Donc déjà, en termes de chiffres, nous sommes minoritaires. Une minorité qui est là et qui est visible, mais une minorité en termes de représentativité dans les instances de décision dans les médias. Or, vous savez comme moi que lorsque dans les médias, on n'est pas dans l'espace de décision, on a du mal à influer sur les contenus des médias. Donc pour l'heure, nous avons organisé des formations sur les questions de genre avec les hommes et les femmes, parce que les questions de genre, ce n'est pas qu'une question de femmes, c'est aussi l'équilibre social. Nous avons organisé des formations sur l'écriture journalistique pour des consoeurs. Nous avons... Allez-y. Oui, vous savez... Non, vous voyez, en fait... Je vois très bien, le sujet, c'est la promotion de la femme. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement en termes de promotion? Est-ce que le REF JPCI que vous dirigez a permis à tel nombre de femmes d'évoluer, d'accéder à un poste de responsabilité? En fait, c'est ça la question. La question, et ma réponse est toute simple. Nous ne sommes pas un syndicat. Nous sommes un espace de réflexion, un espace d'action, un espace de formation.
Donc, après, le parcours individuel des unes et des autres dépend après à la fois des rédactions, des personnes elles-mêmes. Mais ce que je vous dis, c'est qu'en même temps que nous nous formons, nous accompagnons, nous réfléchissons, mais l'idée derrière. Mais vous faites aussi du lobbying auprès des hommes. Mais absolument, le lobbying se fait. Mais je dis, dans ce métier, vous le savez mieux que moi, la promotion, l'accompagnement, c'est à la fois une décision interne des rédactions, une décision des patrons de presse. Et vous voyez, le nombre de femmes patrons de presse, il n'y en a qu'une seule. Voilà, il n'y a même pas de femmes d'épée. Si, il y en a quand même une seule. Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Une seule. Alors, femme présidente. Est-ce que finalement, la solution à la marginalisation de la femme, ce ne serait pas que les femmes se lèvent et travaillent? Mais les femmes travaillent, Gabriel. Elles ne font que ça. Aller sur les marchés, les femmes ne font que ça. Aller dans les écoles, les femmes ne font que ça. Aller dans les hôpitaux, les femmes travaillent. Justement, elles représentent, je me dis, 80% de la force de production, mais elles ne gagnent qu'à peine peut-être 5% de la rentabilité par rapport à la production qu'elles participent. Le vrai problème, c'est la répartition de la richesse, c'est le positionnement des femmes. Aujourd'hui, on vous dit simplement que l'UA est obligée de se pencher en disant qu'il ne cherche qu'à atteindre 30% d'un seuil minimum de femmes aux instances de décision. Je parle de l'Union africaine. Mais un pays comme le Rwanda est classé 4e mondial en termes de respect de parité de genre. Alors, comment c'est possible ailleurs et comment ce n'est pas possible chez nous? La question, alors donc, ça veut dire que si c'est possible ailleurs... C'est une décision politique. C'est une décision politique, mais vous devez y participer. Alors donc, vous et moi, c'est ce que nous faisons tous les jours d'ailleurs. Le rêve du PCI, finalement, prêche dans le désert. Mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout. La preuve, on en parle tous les jours. On ne prêche pas dans le désert, je veux dire. Il n'y a pas de solution définitive à des problèmes de société puisque la société elle-même est en évolution de manière permanente et que les changements apportent d'autres changements. Une société, aujourd'hui, l'évolution est là, c'est que nous pouvons en parler. La télévision autorise l'espace existe, on en parle. Mais oui, allez-y. Non, allez-y. Donc, ce n'est pas prêcher dans le désert, c'est toujours en parler pour que les gens comprennent que cette société ne peut pas évoluer sans les hommes. La Banque mondiale a publié un rapport récemment intitulé « Et si l'émergence était une femme en Côte d'Ivoire ?» On ne peut pas continuer à travailler comme si les femmes n'existaient pas, comme si elles ne pesaient pas, comme si elles ne pouvaient pas influer la société. Les femmes existent. Alors, comme les femmes existent, Madame Crédit, vous avez été la première femme rédactrice en chef du quotidien Fraternité Matin. Depuis, plus rien. Plus rien par rapport quoi? À des femmes? Oui, mais non, par rapport à vous-même. Comment ça, depuis plus rien? C'est-à-dire quoi, depuis plus rien? Oui, on s'attendait peut-être à une nomination pour ça. Oui, mais écoutez, vous savez... Donc, qu'est-ce qui coince? Rien ne coince. Je suis une journaliste, je continue de faire mon travail de journaliste. Un journaliste, ce n'est pas être nommé qui est important, c'est être capable de travailler. Mais c'est aussi accéder à des postes de responsabilité pour essayer de pousser d'autres femmes, n'est-ce pas? Mais non, mais je ne pense pas. Je crois qu'en fait, notre métier de journaliste nous exige une seule chose, avoir la capacité de pouvoir produire toujours du contenu pour permettre à nos lecteurs et à nos lectrices d'être informés. Après, les titres, ce ne sont que des nominations. Les titres, pour moi, ne sont pas forcément des questions de compétences. C'est des questions de besoins stratégiques et de besoins politiques maintenant. Quand l'acteur politique ou le décideur public a besoin de telle personne, le décideur public nomme cette personne. Pour le moment, il n'y a pas besoin de nommer. Comment pouvez-vous expliquer le fait que les femmes n'ont pas le pouvoir dans les médias? Comment expliquez-vous cela? Parce que déjà, les médias sont à 98% le reflet de la société ivoirienne, les sociétés africaines, une société machiste, une société d'hommes, où les hommes décident, où les hommes influent. Or, vous savez que l'information est un instrument de pouvoir. Et tout ce qui est pouvoir n'est pas donné, il est pris. Il est conquis. Et je me dis, pouvoir conquis, nous allons bientôt aller à des élections importantes dans notre pays. Et je lance juste un seul appel aux femmes. Et tout à l'heure, je vous poserai une question très directe par rapport à cela. Et je demande juste aux femmes une seule chose en Côte d'Ivoire, allez voter pour des femmes ou voter pour des hommes sensibles au genre. Nous avons bientôt les législatives, les municipales, nous avons bientôt les conseils régionaux, nous aurons bientôt les sénatoriales. Je pense que les femmes ivoiriennes ont l'occasion de sanctionner les partis qui ne font pas la promotion des femmes. Il faut donc y aller franco, voter pour les femmes. Il y a aussi un fait, c'est vrai qu'on indexe souvent, on dit que c'est une question de volonté politique, manque de volonté politique. En plus, oui. Ce sont peut-être les hommes qui sont au pouvoir. Mais il y a un fait, c'est que quand les femmes sont aux affaires, elles ne font pas la promotion du genre. C'est-à-dire quoi? Quand vous étiez rédactrice en chef, combien de femmes avez-vous poussé? Mais vous savez, Gabriel, vous posez une question à laquelle vous connaissez déjà la réponse. Quand on est dans une rédaction, ce n'est pas nous qui décidons. Un rédacteur en chef, il est le chef d'orchestre d'une rédaction. Il met en branle son équipe pour travailler et produire du contenu de qualité. C'est tout. Après, nommer des personnes à des postes de décision dans les rédactions n'est pas le fait du rédacteur en chef, ni de la rédactrice en chef. Il s'agit donc du directeur général, là, qui prend les décisions. Et ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau des patrons. Et les patrons, ce ne sont pas des femmes. On a posé des questions aux hommes. Ils disent que les femmes n'aiment pas pousser les femmes. Vous savez, le discours... Ce sont les hommes qui l'ont dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Les femmes n'aiment pas pousser les femmes. Vous finissez par porter ce discours qui nous complexe. Et je refuse d'assumer ce discours-là, qui est un discours faux, qui est un discours construit pour nous mettre dans une situation de fragilité en disant, vous voyez, les rivales, ce ne sont pas nous, hein, ce sont vous les hommes, les femmes qui êtes en rivalité. Mais c'est faux.
C'est pas vrai. Mais si la femme n'a pas le pouvoir de décider, comment vous voulez qu'elle nomme une autre femme? Et puis l'idée pour moi n'est pas de nommer des femmes pour nommer des femmes. Il faut nommer des personnes compétentes. On nous dit toujours à compétence égale. L'ennemi de la femme, ce n'est pas la femme? Mais vous non, soutenez? pas du tout. L'ennemi de la femme, ce sont des personnes de la société, tout entière, je pense. Ce sont ses perceptions, ce sont ses convictions, ce sont ses croyances, ce sont ses cultures qui enferment la femme dans une espèce de second rôle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice de l'homme. Je pense que c'est la société qui est formatée comme ça, mais ce n'est pas la femme qui est l'ennemi de la femme. Je crois que ce sont des discours, sont galvaudés, des constructions qui sont là pour nous mettre dans des situations de complexe. Madame Crédit, quelle est donc votre recette pour faire reculer les rapports de domination hommes et femmes? Les recettes sont de plusieurs types. Il y a les recettes liées à nos croyances, à nos convictions, à nos cultures, qui sont plus résistantes, qui sont à la fois des recettes à vraiment concevoir de manière plus fine pour y arriver. Mais il y a aussi les recettes légales que l'État met à notre disposition. La Constitution ivoirienne de 2016 a prévu de manière spécifique 3 articles destinés à prendre en charge les questions liées aux femmes. Nous avons l'article 35, l'article 36, l'article 37. Et là, il est question de parité hommes-femmes dans le monde de l'emploi, mais il est question pour l'État de promouvoir les droits politiques des femmes. Ce qui est un problème. Quand un État décide à un moment donné, en 2016, d'intégrer dans sa constitution ces questions liées à la parité aux gens, c'est que l'État reconnaît qu'il y a un vrai problème de mise à l'écart de la femme. Et donc, vous comprenez que... Voilà. Alors, s'il y a un problème de mise à l'écart de la femme, les femmes, on n'a pas forcé, on n'a pas interdit aux femmes de pouvoir se présenter à des postes électifs. Alors dites-moi, bientôt ce sont les régionales, vous avez dit tout à l'heure, les sénatoriales et tout cela. Est-ce que vous êtes candidate à ces élections? Mais non, parce que je suis journaliste et que je suis censée être neutre. Non, on peut être journaliste. Non, on peut être journaliste. Quand je serai candidate, je vous le dirai. Donc, il me faudra d'abord démissionner de mon poste pour faire ça. Pour le moment, je n'ai pas démissionné, donc je ne peux pas être candidate à une élection quelconque. Ça me plairait bien, mais je dis accompagnons celles qui ont la capacité de le faire. Accompagnons celles qui ont l'ambition de le faire. Soutenons celles qui veulent le faire. Et je dis encore, j'invite les femmes à voter pour les femmes et j'invite les femmes à sanctionner les partis politiques qui n'auront pas mis beaucoup de femmes sur les listes de candidature. Mais pourquoi vous mettez un accent particulier sur les partis politiques? Parce que c'est là, pas que seulement les partis ce sont eux qui désignent les candidats. L'influence des partis politiques dans notre pays est très importante. Et d'ailleurs, je dénonce le fait qu'on soit capable de comprendre qu'il faut financer les partis politiques. Et là, l'argent est asexué. Quand il s'agit de prendre l'argent pour les financer, l'argent n'a pas d'origine ni de sexe. Mais quand il s'agit de choisir des candidats, là, effectivement, les femmes sont minoritaires. Et vous verrez encore très bien sur les listes, bientôt très peu de femmes. Mais je finis, j'aime bien toujours rappeler ce que disait un philosophe chinois, un grand penseur, Confucius, que nous connaissons tous. 5 siècles avant Jésus-Christ, il disait ceci: la société humaine est comme un oiseau, avec ses 2 ailes. L'une masculine et l'autre féminine. Il ne peut voler que si ces 2 ailes sont développées de manière égale. Donc la Côte d'Ivoire serait une société comme un oiseau, avec une aile développée et l'autre atrophiée. Vous voyez pourquoi l'émergence pour nous ne peut être que si les femmes elles-mêmes sont prises en compte. Non. La société ivoirienne ne pourra être une société émergente que si elle se rappelle de cet oiseau avec ses 2 ailes développées de manière égale. Autrement, nous n'irons nulle part. On va toujours marcher avec un handicap qui nous empêchera de nous élever. L'émergence de la Côte d'Ivoire doit tenir compte des femmes. Non, sera femme ou ne sera pas, c'est différent. Alors, Madame Agnès Crédit, voilà, nous sommes donc pratiquement à la fin de cette rubrique. Donc, les femmes dans les médias, dans la majorité des cas, sont souvent obligées de négocier des parcelles de postes pour se faire un nom. Hein. Dans les médias, quand nous avons de la chance, je dis, nous avons l'avantage dans notre métier, par notre métier, de nous affirmer. C'est quand même plus facile dans les médias d'évoluer qu'ailleurs. De l'administration, c'est de la promotion et de la nomination. Dans les espaces politiques, c'est de la promotion et de la décision politique. L'influence du décideur est encore trop grande. Alors que dans les médias, on doit pouvoir se construire même une carrière. Une bonne journaliste, un bon journaliste est presque asexué, je dirais. Quand on est bon dans le traitement de l'information, le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur ne cherche même pas à voir de quel sexe nous sommes, bien au contraire. Il cherche juste un bon ou une bonne journaliste. Et là, je crois que la chance est permise parce que ce métier ne demande qu'une seule chose, de la connaissance, de la culture, de la disponibilité et de l'engagement et de la conviction. Et comme dans tous les métiers, c'est vrai, mais celui-ci est un métier qui appartient aux femmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de chances pour les femmes de s'en sortir. D'accord, donc le journaliste est un métier... Le journalisme, pardon, qui est un métier qui appartient aux femmes. Alors, Madame Agnès Crédit, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Instant Vérité. Le REF JPCI, dont vous êtes la présidente, veut que cela change. Il faut que la femme, la société compte avec les femmes. Alors, merci d'être venue sur le plateau de Instant Vérité, nous apporter ces éclairages. C'est la fin donc de cette rubrique Instant Vérité. Mais Matin Bonheur continue avec Nessie et Marco. Absolument, ça continue, Nessie. Effectivement, ça continue, Marco, c'est la vérité. Hein. Le journalisme appartient aux femmes. Vous êtes d'accord?
Je donne ma langue au chat. Je m'en doutais. Alors, notre invité du jour, il est bien installé sur notre plateau. Dr Pita Justin, directeur exécutif du programme WAVE, avec qui on parlera de quelle recherche pour un bon rendement du manioc. Et vous le savez, c'est la rubrique économie. Donc, tous ceux qui souhaiteraient investir dans ce domaine d'activité, ils auront beaucoup d'informations afin de se lancer véritablement. Mais avant, la pub. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets. Les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Bonjour 2018. Que du bonheur. Dame, tu es jolie, hein? Tu es belle, tu es charmante, tu es brillante comme le croissant lunaire. Dieu t'a tout donné, sauf mon numéro. Que d'humour pour la bonne humeur. Mais à l'estanguet, quand tu es en train de faire la cour à une femme, et puis tu vois un moment, elle a arrêté les pieds, fait ça. Aïe, oh, mon ulcère est debout encore. Oh, mon frère, faut pas chercher une pharmacie de garde, cherche un restaurant. Il n'y a pas un fonctionnaire qui aime virement plus que policier. Policier. Son affaire de virement. Yeah. Il veut contrôler les pièces d'identité des passagers dans un véhicule. Tellement virement dans sa tête, il se trompe. Mesdames et messieurs, bonjour, excusez-moi, c'est pour contrôler vos virements. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipress partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Dernière ligne droite, mesdames et messieurs, nous jouons les prolongations de ces matinales. Premier rendez-vous de la semaine avec Nessie Henry et votre serviteur Marcelin Gouvoy. Celui que nous vous présentons maintenant, ce n'est autre que Dr Pita. C'est un monsieur passionné de recherche et surtout pour le rendement du manioc. Nous allons parler avec lui, bien sûr, dans quelques instants. L'enjeu est de taille parce qu'on a 4,54 millions de tonnes en 2016. On peut capitaliser à foison là-dessus. On va en discuter tout au long de ces 30 minutes à venir. Mais avant, vous connaissez les fondamentaux. Représentant près de 5 millions de tonnes en 2016, la production de manioc a longtemps constitué une importante source de revenus et d'emplois pour de nombreuses populations en Côte d'Ivoire, tout comme dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Cependant, elle va enregistrer une baisse dans ces 2 dernières années, pas seulement à cause de la rareté de terre comme le croient certains, mais surtout à cause de certaines maladies qui touchent les plants de manioc, notamment la maladie de la mosaïque, très présente en Côte d'Ivoire et moins dangereuse que la striue brune du manioc, présente en Afrique de l'Est, plus précisément en République du Congo. Au sein de ce programme, nous travaillons sur la surveillance épidémiologique des maladies virales du manioc en Côte d'Ivoire. Nous allons faire des prospections sur le terrain. Nous prélevons différents échantillons, notamment des échantillons de feuilles, des boutures que nous mettons en serre, à partir desquelles nous faisons des prélèvements et nous venons ensuite dans le laboratoire pour procéder au diagnostic moléculaire de la présence des différents virus qui sont connus comme étant les agents causant la maladie
virale du manioc prépondérante en Côte d'Ivoire ici, qui est la mosaïque du manioc. Maladies impactant négativement les productions, elles sont répandues certes par certains insectes, à savoir les mouches blanches, mais surtout par l'action de l'homme. Du reste, très déterminante dans la propagation des maladies du manioc à travers des échanges boutures et autres. C'est donc pour pallier cette situation alarmante et améliorer la production du manioc qu'il a été entrepris par des chercheurs africains différentes recherches très avancées sur le manioc qui permettent de nos jours de faire un diagnostic clair des maladies du manioc comprenant plusieurs phases. Chaque étudiant qui travaille sur une thématique spécifique va suivre 4 grandes étapes qui sont l'étape d'extraction, l'étape d'amplification par la PCR, l'étape de migration et l'étape de visualisation. Une fois la maladie connue, les causes révélées et les zones touchées clairement identifiées, plusieurs actions sont menées auprès des agriculteurs à travers des formations et campagnes de sensibilisation. Il est aussi proposé des procédés techniques qui permettent une culture in vitro du manioc. Au niveau de notre laboratoire, nous avons la possibilité d'assainir. Les plants sont malades, mais on peut les soigner ici. On a la possibilité de conserver des variétés qui nous plaisent et d'autres variétés peut-être dont on n'a pas encore su apprécier toutes les qualités. On peut les conserver ici, mais on a la possibilité de multiplier. Autre chose, lorsqu'on a fini de multiplier in vitro, donc ces plants qui sont là, nous avons aussi la possibilité de les faire sortir. Il y a tout un process, l'acclimatation. Voilà, donc ces plants-là vont s'habituer à l'environnement naturel, à l'environnement dehors. Et lorsqu'on les a ainsi acclimatés, on peut même les mettre dans des parcs à bois. Voilà, vous pouvez avoir un grand espace avec différentes variétés dedans. Donc c'est des jardins de multiplication. Et à partir de ces jardins de multiplication, vous pouvez fournir des boutures aux producteurs. Aujourd'hui, grâce à toutes ces actions scientifiques, la culture de manioc est à l'abri des maladies, mais aussi à l'abri de celles provenant de l'Afrique de l'Est. Ainsi, avec des cultures saines, la production de manioc va encore doubler, voire tripler pour faire, pourquoi pas de la Côte d'Ivoire, le premier exportateur mondial de ces moules de manioc, plus connu sous le nom de Atiké. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Docteur, tout de suite, quelle est la particularité de ce tubercule? Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Le manioc, il faut le dire, n'est pas originaire d'Afrique. Le manioc vient de l'Amérique latine. Ce sont les bateaux portugais dans le XVIe siècle qui ont apporté le manioc en Afrique. Et nous, les Africains, nous avons pris ce tubercule, nous l'avons domestiqué et nous l'avons transformé, on l'a tiqué avec. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas des transformateurs. Une autre particularité du manioc, c'est que c'est une plante qui résiste à la sécheresse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas difficile. Quelles que soient les conditions, le manioc va pousser. C'est adapté aux tropiques même, tout ça? Ça pousse. Vous prenez une bouture de manioc, vous allez au nord, à Korogo, montez, ça pousse. Vous allez au sud ici, ça pousse. Donc, c'est vraiment une culture qui n'est pas vraiment récalcitrante. Alors, nous avons 4,54 millions de tonnes. Ça, ce sont les chiffres de 2016, selon les données officielles de la Direction de la production et de la sécurité alimentaire du ministère ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. Alors, c'est tout un enjeu. J'ai encore souvenance d'une déclaration d'un candidat aux élections présidentielles, Kakabe pour ne pas le nommer. Les gens ont rigolé, mais et pourtant il avait raison. Bien sûr. La tiquée via le manioc, ça peut nous faire oublier tant soit peu les problèmes qu'on a dans le café et le cacao. Oui, pas seulement la tiquée. Le manioc est utilisé, la dérivée du manioc. Le manioc est utilisé par exemple pour faire la farine, l'amidon, l'alcool, l'éthanol. Vous voyez, il y a beaucoup de dérivés importants. Et donc, nous pensons que c'est une plante très importante, essentielle vraiment pour l'économie en Côte d'Ivoire. Mais, comme vous l'avez dit, la tiquée. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, nombreuses sont nos mamans, nos tantes, nos sœurs qui utilisent la vente de la tiquée pour scolariser. Pour ne pas vous couper, le dernier mot du reportage tout à l'heure, c'était atiqué. Bien sûr. Tout s'explique. Bien sûr. Donc pour scolariser leurs enfants, pour soigner la famille, pour apporter la nourriture à table, c'est vraiment la tiquée. Et donc c'est vraiment important. C'est vraiment important pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais pour la sous-région et pour l'Afrique. Alors, on va revenir à la culture. Comment se fait la durée? La durée de combien de temps? Au moins 12 mois. Au moins 12 mois. Quand vous prenez la bouture de manioc, vous la mettez dans le sol, il faut attendre au moins 12 mois. Donc 12, 13, 14 mois pour récolter, avant de récolter. Et ça se fait
ça se fait en cycle. Oui, en fait, vous voyez, ce qui est important, il faut voir, il y a des acteurs principaux, il y a le producteur, mais il y a aussi le transformateur. Parce que on ne peut pas produire sans que ça ne soit utilisé. Voilà. Et ce qui est important pour le transformateur, c'est la matière sèche. Oui, c'est avec la matière sèche, le taux de matière sèche que nous faisons la tiéké, que nous faisons le gari et tout cela. Donc, ce qui est important, c'est le taux de matière sèche. Mais pour que ce taux-là arrive au nombre optimum, il faut 12 mois au moins pour les variétés classiques. Alors, vous êtes directeur donc d'un programme assez ambitieux qui s'appelle le programme WAVE, West Africa Viral Epidemiology. Voilà, c'est pour la sécurité alimentaire. Alors, concrètement, quels sont les objectifs de ce programme-là? OK, WAVE signifie West African Virus Epidemiology for Food Security. For food security, voilà. Yes. Et donc, c'est un programme de recherche axé sur la sécurité alimentaire. Ça vient de quoi? Pourquoi on a créé WAVE? WAVE, à partir de quel postulat, de quel constat? WAVE a été mise en place par un collège de chercheurs africains, votre serviteur en tête, qui a constaté que la production de manioc est en danger. En danger parce qu'il y a des virus qui réduisent la production de cette plante-là, très importante en Afrique. Et en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, nous avons un virus qu'on appelle African Cassava Mosaic Virus, ou bien le virus de la mosaïque du manioc, qui réduit la production de 40 à 70%. Wow. Vous voyez, si nous pouvons contrôler ce virus, nous pouvons booster la production donc de 40 à 70%. Vous voyez, ce n'est pas négligeable. Vous parlez de 4,5 millions de tonnes. Prenez 60% d'amélioration de ça. Vous voyez où la production va aller. Vous voyez. Mais si ce n'était que ce virus que nous avons déjà ici, c'était bien. Il y a un autre virus qui s'appelle Cassava Brown Streak Virus, le virus de la striée brune du manioc. C'est un virus à ARN qui sévit actuellement en Afrique de l'Est et qui fait mouvement vers l'Afrique de l'Ouest et qui se trouve actuellement en RDC, en Afrique centrale. ARN, ça veut dire quoi? Il y a des virus à ADN, il y a des virus à ARN. Voilà. Donc, la base génétique de ce virus, c'est l'ARN. Voilà. Donc, ce virus-là est actuellement en Afrique du centre. Il est aux portes de l'Afrique de l'Ouest. Et ce virus-là, il fait des pertes de 100%. Allant de 90 à 100%. Il fait de ces nécroses sur les tubercules et on ne peut rien faire avec ça. Vous voyez, donc, c'est un problème que nous avons identifié et c'est un problème qui est réel. Et vous savez que, réfléchissez un peu, pensons un peu au virus de l'Ebola. On savait qu'il était en Afrique du centre depuis 1976. Étions-nous prêts quand ce virus est arrivé en Afrique de l'Ouest? Nous ne pensons pas. Donc, pour une fois, nous avons un programme qui veut être proactif. Nous ne voulons pas être réactifs. Anticiper. Anticiper, faire de la prévention, mettre tout ce qu'il faut en place, de telle sorte que quand ce virus va arriver, parce qu'il va arriver, nous soyons prêts. Et depuis combien de temps ce programme a été mis sur pied? Le programme WAVE, nous avons lancé ce programme en mars 2015, ici à Abidjan, donc ça fait 3 ans. Alors, la recherche, est-ce que chaque pays a des spécificités en matière de traitement du manioc, en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier? Est-ce qu'il y a certaines spécificités du fait de la démographie, de la géographie, de la sociologie même? Oui, effectivement, parce que on n'utilise pas le manioc partout pour faire la même chose. Par exemple, chez nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est la tiéké. Au Nigeria, par exemple, il y a beaucoup de gari. Au Bénin, c'est autre chose. En Afrique du centre, c'est surtout les feuilles qu'ils utilisent pour manger. Ils font beaucoup, ils ne peuvent pas faire de plat sans mettre des feuilles de manioc. Donc, la sociologie est différente. Mais la base, c'est vraiment le tubercule que nous mettons dans le sol, c'est le fait que cette plante-là ne soit pas difficile à cultiver et tout ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui c'est vraiment la particularité de la plante. Maintenant, ce qui est important à dire, c'est que ces virus dont nous parlons, ils ne parlent pas l'anglais, ils ne parlent pas le français.
Ils ne connaissent pas les frontières. Donc, il faut une approche régionale. Parce que si la Côte d'Ivoire seule se met à travailler sur ce fléau et que le Togo à côté, le Bénin, le Ghana à côté ne fait rien, bien sûr, le virus va revenir du Ghana. Donc, il faut une approche régionale. C'est pour cela que ce programme WAVE est implémenté dans 6 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Burkina Faso, mais aussi en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. Alors, avant la recherche, quelles sont les innovations majeures avec la recherche, quelles sont les innovations majeures qui ont été opérées? OK. Nous avons parlé au début de l'émission du temps que le manioc... Effectivement. Voilà, 12 mois. 12 mois. 12 mois, c'est beaucoup. 12 mois, vraiment, ça, c'est la moyenne. Hein, sinon, ça va de 14 mois. Donc, les recherches sont en train d'être faites pour essayer de réduire ce cycle-là, de telle sorte qu'on puisse avoir des variétés précoces, de telle sorte qu'on n'en ait pas à attendre tout ce temps-là. Par exemple, les croisements génétiques qui se font pour avoir de nouvelles variétés de manioc. Vous savez, on prend le pollen et qu'on met sur, comme l'enterre, de telle sorte qu'il y ait fécondation et que nous avons de nouvelles graines. Voilà, un peu comme on fait la fécondation in vitro pour les hommes. Voilà. La floraison, donc ces fleurs-là, mettent environ 9 mois avant de sortir. Et c'est longtemps. Donc, pour un cycle de sélection, il faut attendre 9 mois. Donc, la recherche a fait de telle sorte que nous puissions raccourcir un peu ce cycle-là, de telle sorte qu'en 2 semaines, 3 semaines, nous puissions avoir des fleurs pour faire les croisements et tout ça. Au niveau de la sélection, par exemple, on utilise des marqueurs moléculaires, donc la biologie moléculaire, pour pouvoir trouver de façon précoce déjà des signes qui disent que cette variété-là, ça peut être une variété très productrice. Lorsqu'on cherche, on regarde son matériel génétique, on retrouve ce marqueur-là qui nous dit oui, c'est ce qu'on cherche, donc il y a le gène qu'on cherche dans cette variété. Donc tout ça, c'est à partir de la biologie moléculaire, du génie génétique et tout ça. Alors, est-ce que le programme n'enlève pas les propriétés naturelles du manioc, surtout en ces périodes du label bio, où le label bio est conseillé? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, comme vous voulez vous dire, nos paysans, nos parents qui cultivent le manioc sont les meilleurs sélectionneurs du monde. Ah ouais? Oui, ils l'ont fait depuis des années. Le manioc, c'est une plante monoïque. Ça veut dire que vous avez sur le même plant la fleur femelle et la fleur mâle. Mais la fleur mâle arrive à maturité avant la fleur femelle. Ce qui fait que vous avez toujours le pollen qui va sur une autre variété, sur une autre à côté pour faire le croisement. Donc nos parents, ils voient les graines, de nouvelles graines qui tombent, ça pousse, et ils regardent, ils voient de nouvelles variétés qui sont vraiment très bonnes. Donc ils les sélectionnent. Ils les sélectionnent pour différentes choses qu'eux-mêmes ils ont notées. Donc nous, les chercheurs, maintenant, c'est cela que nous faisons aussi. Mais nous faisons ça de façon ciblée, parce que nous cherchons des caractères précis actuellement. Donc c'est la même chose, nous ne changeons rien. Et en même temps, depuis que vous êtes sur pied, qu'est-ce qui a été fait? Parce que là, ce sont des études. Est-ce que c'est déjà actif? Vous avez déjà testé sur le terrain pour réduire, on va dire, le cycle de production de manioc? Ça, ce sont des expériences qui prennent du temps. Ça prend du temps et ce n'est pas fait seulement ici en Côte d'Ivoire, c'est fait un peu partout dans le monde, aux États-Unis, partout. Les études sont faites et ça met du temps. Ça met du temps, il faut tester, il faut vérifier, il faut être sûr de ce que nous mettons sur le marché, sur le terrain. Ce que nous avons fait en tant que WAVE, programme régional, c'est d'abord de travailler sur les capacités infrastructures, mais aussi capacités humaines. Vous voyez, en parlant de virologie, parlant de virus, il faut pouvoir faire le diagnostic. Au moment de l'Ebola, on prenait les échantillons et les envoyait ailleurs pour tester. Vous avez vu nos laboratoires. Nous pouvons tout faire ici en Côte d'Ivoire, made in Côte d'Ivoire. Vous voyez, et ces laboratoires, il fallait les construire, il fallait les équiper. Ces chercheurs-là qui font tous ces tests, il faut les former. Et nous avons formé beaucoup. Les laboratoires que vous avez vus, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que nous avons construit et équipé, nous avons construit aussi dans tous ces pays-là. Ghana, Togo, Bénin, Burkina Faso, partout, RDC. Et ça, c'est vraiment important. Alors, quelle est la participation? Est-ce que vous êtes compris par les gouvernements, par les pays
au niveau local? Est-ce qu'il y a une certaine uniformisation? Est-ce que, voilà, vous savez de quoi je parle. Est-ce qu'on vous aide? Est-ce qu'on vous aide? Est-ce qu'on ne vous met pas des bâtons dans les roues? Non, parce qu'on du se tout. connaît dans nos pays en voie de développement, où lorsqu'il y a une belle initiative pour faire du bien, bon, après, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Donc, dites-nous tout sur ce plateau. Est-ce que vous avez les coudées franches pour travailler? Bien sûr. Avant même que nous ne commencions le programme WAVE, il fallait trouver un endroit où loger ce programme. Nous avons consulté différentes structures de la place. Et lorsque nous sommes arrivés à l'université Félix Houphouët-Boigny, où le programme est logé, nous avons rencontré le président de l'université Félix Houphouët-Boigny dans le temps, le professeur Bako Koli Ramata, qui a ouvert ses bras, son université à ce programme, qui nous a donné un emplacement, le pôle scientifique et d'innovation, qu'elle-même elle a mis en place pour loger ce programme. Elle nous aide jour et nuit pour que ce programme marche bien. Donc nous avons le soutien institutionnel. Elle était présidente de l'université dans ce temps. Maintenant, comme vous le savez, elle est ministre de la recherche scientifique. Elle connaît le programme WAVE, c'est son bébé. Donc à ce niveau-là, nous avons son soutien. Nous avons le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la même chose dans tous les autres pays? Non. Mais c'est ce sur quoi nous travaillons. Et c'est la même chose au niveau du ministère de l'Agriculture? Justement. Oui, le ministère de l'Agriculture travaille de concert avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez, par exemple, vous avez le CNRA, le Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire, qui est... Vous avez des rencontres régulières ensemble? Pas avec le ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Je ne peux pas... Ils sont concernés quand même? Ils sont concernés. Certains de leurs agents viennent nous voir. Nous travaillons aussi, par exemple, avec l'ANADER. Vous voyez, parce qu'il faut la vulgarisation. Les vulgarisateurs, c'est ceux-là qui sont l'interface entre le chercheur et les paysans. Oui, donc, on travaille, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Les disent que c'est une affaire de gros sous également. Il y a beaucoup d'argent dedans, c'est vrai ou pas? Beaucoup d'argent dans quoi? Dans le manioc, dans les recherches. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'argent dans le manioc. Mais vraiment, nous pensons que vu l'aspect essentiel, critique de cette plante-là, nous avons tous compris qu'il faut qu'on travaille ensemble. On travaille ensemble. Ce que nous voulons de nos gouvernements... Parce que vous n'aviez pas compris ça avant? À notre niveau, nous pouvons dire que nous comprenons ça. Nous avons compris. Au niveau des autres? Ce que vous appelez les autres? Oui, mais vous dites que vous avez compris. Nous avons compris qu'il faut se mettre ensemble. Voilà. C'est qu'avant, c'était mais pas... dans d'autres domaines, on ne se met pas ensemble. Ouais, ça, nous savons. Mais nous nous mettons ensemble. Et c'est pour cela, par exemple, que le mercredi, nous commençons un grand séminaire ici en Côte d'Ivoire, où nous invitons, WAVE invite environ 40 chercheurs de 12 pays d'Afrique. Ce sont des sélectionneurs et des virologues pour discuter et voir, comprendre comment nous pouvons travailler en synergie. Et ça, c'est des choses que nous apportons de nouveau. Si vous me permettez, au niveau du gouvernement, bien sûr que nous avons le soutien institutionnel, mais nous aimerions avoir plus. Parce qu'il y a un célèbre président qui a dit ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Nous, en tant que chercheurs, nous avons mis ce programme en place. Nous avons cherché les financements, nous avons trouvé les financements pour faire tout ça. Nous avons fait cette part-là. Le gouvernement, ce que nous demandons, parce que moi, Dr Pita, et WAVE, si nous trouvons par exemple que ce virus qui est en train de venir de l'Afrique de l'Est, nous le découvrons quelque part, ça c'est du bois? Il y a du bois quelque part? Voilà, si nous trouvons ça quelque part ici en Côte d'Ivoire, est-ce que j'ai le mandat de pouvoir annoncer à la population ivoirienne qu'il y a un virus? Je ne peux pas. Il faut que je passe par le gouvernement, bien sûr. Mais il faut pouvoir avoir une réponse. Il faut pouvoir avoir un système de surveillance. Il faut avoir un système d'alerte précoce, un système de pouvoir une réponse, vous voyez. Mais ça, ce n'est pas nous, c'est le gouvernement. Et nous avons fait un projet, aidé du ministre Bako Koli Ramata, ministre de l'Enseignement supérieur, pour demander cette aide-là du gouvernement, pour mettre ce système-là en place. Et ça va être présenté au gouvernement très bientôt. J'espère que nous aurons gain de cause. Alors, docteur, on a des images là qui passent à l'écran. Pourriez-vous les commenter pour qu'on puisse les reconnaître plus ou moins si on les voit? Ça, c'est une bouture de manioc infectée par la strie brune du manioc. Ce virus-là qui est en train de venir de l'Afrique centrale. C'est qui détruit les plantations 100%. À 100%. Voilà. Wow. Et comme vous savez, une fois que le virus est dans le tubercule, il est dedans. Vous prenez le tubercule de manioc, vous allez planter, vous allez avoir encore la même chose qui va se répéter. Et ça prend toute la plantation. Bien sûr.
Et la maladie est transmise par une petite mouche blanche. Quand cette mouche se nourrit sur une plante infectée et qu'elle va sur une plante saine, elle transmet la maladie. C'est un peu comme le paludisme, vous voyez. Voilà, c'est un peu comme ça. Ça infecte le sol aussi? Non, pas le sol. Vraiment, parce que le virus, il a besoin, c'est un parasite. Il a besoin du système de l'hôte pour pouvoir se répliquer. Est-ce que les traitements, tout ça, respectent l'environnement? En fait, ici, il n'y a pas de traitement. On parle de virus, c'est un virus. Ouais. Il faut que je dise, c'est bien pour la population qui nous suit, que ce virus-là, c'est un virus de plante. Vous pouvez manger du manioc affecté par ce virus, vous ne tombez pas malade. Mais il faut pouvoir trouver du manioc. Ouais. Donc ce virus-là réduit carrément la production du manioc de 40 à 70%, c'est la mosaïque. Mais ce que vous venez de montrer, la stréo brune du manioc, ça, c'est environ 100%. On ne peut rien faire avec un tubercule comme ça. Vous ne pouvez pas bouillir pour manger, vous ne pouvez pas faire de la téquée, vous ne pouvez pas faire du gari, vous ne pouvez rien faire. Et ce virus-là est aux portes. Vous voyez les symptômes? Ce virus-là est aux portes de l'Afrique de l'Ouest. Un pays comme le Nigeria, 180 millions d'habitants, 80% de la population dépend du manioc pour l'alimentation quotidienne. Si ce virus arrive là-bas, c'est une catastrophe alimentaire. Ils sont numéro 1 en Afrique. Voilà. Et si ce virus est au Nigeria, ça veut dire qu'il est au Bénin. S'il est au Bénin, il est au Togo, il est en Côte d'Ivoire. Donc c'est un problème. C'est un réel problème. Et c'est là que l'anticipation joue un rôle très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est dans votre volonté de traiter, d'anticiper, tout ce que vous utilisez, je rappelle, respecte l'environnement. Bien sûr, parce que ce que nous faisons pour le moment, ce virus n'est pas encore en Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons pas faire des tests et tout ça ici. Donc nous prenons des variétés. Oui, on prend des variétés ici en Côte d'Ivoire qui sont un peu résistantes au virus qu'on a. Et on va les tester là-bas, en Afrique de l'Est, en Ouganda particulièrement, pour voir comment nos variétés vont réagir quand ce virus va arriver chez nous. Si nous avons des variétés qui sont un peu résistantes, nous allons dans le laboratoire que vous avez vu les multiplier, les assainir, les multiplier et puis les garder de telle sorte que quand le problème arrive, nous ayons une solution. Donc pour l'instant, vous êtes dans vos laboratoires, vous n'êtes pas encore sorti pour aller sur le terrain, pour rencontrer les paysans, pour voir en quelle mesure vous pourriez les aider à les sensibiliser, aussi les aider à améliorer leur production, pas encore. Si, nous allons faire des campagnes de sensibilisation qui sont passées à la télévision ivoirienne en présence du ministre Bakary Koli Ramata. Nous sommes allés à Jacquesville, dans un village appelé Sassako Bignini. Nous avons réuni... oui, c'est à Jacquesville chez nous. La charité vient dans soit dit en passant. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi là où on cultive beaucoup le manioc et la téquée. Donc nous avons réuni là-bas des paysans venant de Dabo, de Sikinsi, de Jacquesville, plusieurs villages, et nous avons parlé de ces maladies-là, de ces problèmes. Nous devons faire un peu plus de ça, de ces actions-là. Dans la phase 2 du programme WAVE, nous allons encore continuer. Docteur Pita, Justin, vous êtes directeur exécutif du programme WAVE. Quelle recherche pour un bon rendement du manioc? Si on devait réduire ça en une phrase, pour terminer. Pour terminer, je vais mettre WAVE en amont. Parce que vous pouvez avoir des variétés productrices haut rendement, mais si elles sont sensibles à ces virus-là, vous ne faites rien. Ouais, le virus arrive et il détruit tout. Donc, nous pensons qu'il faut penser vraiment à la phytopathologie, il faut penser vraiment à prendre des mesures de contrôle de ces virus-là. On prend trop de mesures dans nos pays, trop de mesures, on ne voit pas l'efficacité. Moi, ce qui me plaît dans votre démarche, c'est qu'il y a beaucoup d'anticipation. On n'attend pas que le problème survienne pour créer et appeler encore des bailleurs de fonds pour nous aider à coups de milliards. Là, il y a de l'anticipation et je pense que votre exemple devait être suivi. Et puis, on remercie aussi la ministre, Bakary Koli Ramata, qui croit au projet, et qui fait en sorte que vous puissiez avoir des moyens adéquats pour vous épanouir. En tout cas, bonne chance. Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour la suite. Vous venez quand vous voulez sur ce plateau pour nous parler un peu des vibrations, de tout ce qui va rythmer un peu. Voilà, parce qu'il faut soutenir les chercheurs qui cherchent afin qu'ils puissent trouver. Voilà, parce que c'est de plus en plus rare. Merci. Merci beaucoup. Merci Nessie. Merci Marco. Merci à vous également. On espère que vous êtes bien réveillés en notre compagnie. On vous laisse en compagnie bien sûr de Alix Kokola pour égrener le chapelet de rendez-vous sur RTI 1. Christelle Akoussa a estampillé cette émission de son saut technique avec toute l'équipe. Merci et surtout, bonne journée sur RTI 1.